Noël, c'est la parenthèse magique de l'année. Le moment où l'on quitte les soucis du quotidien pour se plonger dans un monde de rêves et d'enchantements. Un tourbillon d'émerveillement pour petits et grands. Ah, bonjour Linda. Je suis très heureux de te voir. Je révisais notre inventaire de jouets ici au pôle Nord. On me dit que tu es une personne extraordinaire. C'est merveilleux. À Rovaniemi, en Laponie, le Père Noël et ses lutins s'activent pour préparer les cadeaux et offrir aux enfants sous le sapin leurs rêves les plus fous. Offrir leurs rêves les plus fous? Pardon de briser la magie, mais ça c'était avant la pandémie. Aujourd'hui, malheureusement, la réalité est très différente. Voilà, alors là, nous sommes dans le secteur de premier âge, plus particulièrement avec des produits, avec des composants électroniques. Donc voilà, cette année, on a plusieurs soucis d'approvisionnement sur ces produits, du fait que des composants électroniques manquent à la fabrication a été retardée. Je suis ton ami le pingouin. Et les nouveautés arriveront pas ou très tard. Celui qui vous parle, c'est le directeur des ventes de l'iconique magasin de jouets Franz Karl Weber. Jacques Reinhardt ne vit pas dans le monde merveilleux des lutins et du Père Noël, mais bien dans une réalité qu'il n'a encore jamais connue. Ça fait plus de 20 ans que je travaille chez Franz Karl Weber et c'est vrai que cette situation aussi particulière, malheureusement, nous ne l'avons jamais connue. Une pénurie de matières premières et une difficulté d'approvisionnement qui ne touche pas uniquement les jouets de premier âge, mais bien l'ensemble de l'assortiment. Rien que dans ce catalogue de Noël, sur 1200 articles, 90 n'arriveront jamais sous le sapin, certains n'atteindront même pas le stock du magasin. Typiquement dans les produits télécommandés, hélicoptères par exemple, circuits de voiture, où là il y aura probablement des ruptures très rapidement, ou certaines quantités qui ne vont pas pouvoir être honorées. Alors logiquement, quand on demande à M. Reinhardt de construire son alter ego en Lego, ça donne ça. J'ai imaginé un petit personnage déjà qui a une baguette magique, puisque cette année, il a fallu faire preuve de magie, si on veut dire, pour obtenir suffisamment de produits et de marchandises pour être approvisionné jusqu'à Noël. Et la magie a bien opéré. Lorsqu'on regarde les rayons du magasin, on ne sent pas véritablement les conséquences de cette pénurie, sauf pour quelques produits spécifiques. Voilà, là nous sommes dans le rayon des animaux en plastique, de Schleich, et on voit justement qu'il y a une pénurie d'approvisionnement due à des composants plastiques qui manquent aussi à l'usine. C'est un peu compliqué, on a fait des grandes commandes en amont et on reçoit malheureusement peu de quantité aujourd'hui. Des ruptures de stock qui côtoient des produits en abondance. Selon la matière première de l'article ou la réactivité du fournisseur, la disponibilité peut fortement varier en magasin. Alors la peluche, c'est un petit peu particulier. On a fait des commandes très en avance, au début d'année aussi. En amont, on a pu avoir déjà des stocks aussi conséquents. Et là, on a suffisamment de marchandises. Faire des commandes très tôt et les stocker, on y est. Voilà la clé pour limiter les dégâts. Nous sommes dans l'entrepôt central de Franz Karl Weber, à une quarantaine de kilomètres de Zurich. Là, on se trouve dans l'entrée de l'entrepôt. On voit qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. On a environ 270 à 300 palettes qui arrivent tous les jours. D'habitude, ce sont 60 à 70 palettes posées ici, donc c'est 4 fois le volume habituel. Un entrepôt flambant neuf de 10 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 2 terrains de foot. Et pourtant, un entrepôt qui déborde d'articles. Quand on regarde notre entrepôt, on a 50% de plus de marchandises qu'en temps normal. D'habitude, les produits arrivent ici et repartent tout de suite dans nos filiales.
Maintenant, tout est stocké ici. Comme ça, on est sûr que l'on pourra répondre à la demande jusqu'à la fin de l'année. 50% de plus, cela signifie que 600 000 articles sont aujourd'hui stockés ici, alors qu'à cette même période l'année passée, il y en avait 400 000. Lui, c'est un ancien membre de la direction de Digitech Galaxus et Microspot, Roger Buller, aujourd'hui directeur de Franz Karl Weber. C'est dire si en matière de gestion de stock et d'entrepôt, il en connaît un rayon. Dans cette situation de crise, j'aimerais qu'on soit comme des dauphins. Ça veut dire agile, rapide et intelligent pour traverser cette période de turbulence. Et c'est justement depuis son arrivée, il y a près de 2 ans, que toute la logistique de l'enseigne a été repensée. Les 23 filiales des magasins ont abandonné leur espace de stockage au profit d'un entrepôt central. Ici, les employés sont passés de 14 à 50 pour gérer l'augmentation importante des stocks et surtout, ils ont dû apprendre à travailler avec une nouvelle réalité bien plus contraignante. Quand on regarde les commandes que l'on a fait en 2019 pour les États-Unis, c'est en novembre que l'on passait encore les dernières commandes. Pour l'Europe, c'était fin novembre, presque une semaine avant Noël pour la Suisse. C'est tout simplement impensable aujourd'hui. Cette année, les dernières commandes à l'étranger ont toutes été passées avant la fin de l'été et sans aucune garantie de livraison. Un vrai risque financier quand on dépense, comme Franz Karl Weber, pour près de 2 millions de francs de marchandises. Cette incertitude a aussi des conséquences sur les prix des articles. Ici, on a par exemple des jouets radiotélécommandés et des voitures. Et là, on a quelque chose d'un peu particulier. Cette Lamborghini, par exemple, elle a tous les jours un nouveau prix. Comme les prix fluctuent tout le temps, on ne les met même plus dessus. Une grande fluctuation, mais surtout des prix qui ont augmenté pour cette enseigne de 4 à 7% selon les articles. Le calendrier jusqu'à Noël s'annonce particulièrement serré pour les fournisseurs et les grands distributeurs. Livrer avant les fêtes devient un véritable défi et la situation est mondiale. C'est tout le marché du jouet qui est concerné. À l'image d'un de ses leaders, Hasbro. Société américaine à 5 milliards de chiffre d'affaires, dont le siège européen est basé à Delémont, dans le Jura. Fin de l'automne, la société communique des chiffres renversants qui ont fait la une des télévisions américaines. Quelle est la gravité de la situation ? Cette situation macroéconomique touche tout le monde dans la chaîne d'approvisionnement. Nous avons environ 100 millions de dollars de marchandises que nous n'avons pas réussi à exporter. Mais c'était juste une question de timing. Une éventuelle pénurie de cadeaux à Noël. Aux États-Unis, la situation prend une telle proportion que l'affaire remonte jusqu'au sommet de l'État. Les vacances arrivent et vous vous demandez peut-être quels cadeaux vous allez acheter et s'ils vont arriver à temps. Laissez-moi vous expliquer. Supply chains essentially mean how we make things and how the material and parts get delivered to factory, a factory, so we can manufacture things and manufacture them here. How we move things. Oh, hi. Les détracteurs de Biden le comparent au Grinch, le célèbre personnage de fiction qui veut à tout prix gâcher Noël. And the last thing he took was a log for their fire. Le secteur du jouet n'est évidemment pas le seul à être touché par cette pénurie de matières premières. Mais ce sera un des premiers à avoir un impact réel sous notre sapin. La faute à Biden, la faute au Grinch, peut-être, mais surtout la faute à une économie mondiale complètement déboussolée par les répliques sismiques du Covid. Décryptage. La pénurie touche aujourd'hui presque toutes les matières premières. Le pétrole, le gaz, le bois, ainsi que les produits agricoles. Le manque de pétrole a par exemple un impact direct sur la fabrication de plastique. Schleich en est l'exemple symptomatique dans le marché du jouet, mais bien d'autres domaines sont concernés, comme le secteur du jardinage, où les pots de fleurs et jardinières en plastique se font de plus en plus rares. Les semi-conducteurs sont aussi directement touchés par cette pénurie de matières premières. Et là aussi, les conséquences sont multiples et mondiales. Pourquoi ?
Parce que les semi-conducteurs comme le silicium sont des matériaux servant à fabriquer des composants électroniques, et notamment ces fameuses puces électroniques, les chips, capables de capter, traiter ou stocker des données. Ces puces, on les retrouve aujourd'hui un peu partout, dans les téléphones, les tablettes, les produits informatiques, les jeux vidéo et même les voitures modernes. Pas de puces, plus de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs ou de produits informatiques et plus de fabrication de voitures. Toyota a par exemple revu à la baisse sa production de véhicules de 40% au mois de septembre. Au lieu des 900 000 nouveaux véhicules, le géant japonais en a construit 540 000. Alors comment en est-on arrivé là? Et comment se fait-il que cette pénurie touche quasi tous les pays du monde? Un responsable, la pandémie. Des milliers d'usines ont été fermées partout dans le monde pendant plusieurs semaines, provoquant un arrêt brusque et brutal de la fabrication. Remettre une usine en marche et se réapprovisionner en matières premières, cela prend du temps. Certaines ont même dû refermer quelques semaines cette année en raison d'un nouveau foyer de coronavirus. Pendant la pandémie, le commerce maritime était à l'arrêt complet. C'est par lui que transite 80% du commerce mondial. La reprise très soutenue de l'activité maritime a provoqué un gigantesque embouteillage à l'entrée et à la sortie des plus grands ports du monde, en Chine et aux États-Unis. À cela, vous ajoutez la fermeture de certains ports, une pénurie de chauffeurs de poids lourds qui ne peuvent plus amener les marchandises à leur destination finale, et vous obtenez l'énorme gabegie actuelle. Et en Suisse, nous direz-vous, eh bien, plus de 6 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année par le port de Bâle. Alors est-il lui aussi engorgé? La réponse, c'est en images sur notre site internet ou notre page Facebook. Des microscopes, des petits avions, des petites voitures. Ces jouets, comme beaucoup d'autres, sont fabriqués en Chine, puisque la Chine, c'est quand même près de 3/4 de la production globale de jouets. Mais cette année, l'usine du Monde se trouve dans une situation tellement critique que certains fabricants prennent des décisions radicales, comme par exemple délocaliser pour réussir à servir le marché européen. Reportage de Clément Burguet entre Hong Kong, Canton et le nord de l'Angleterre. Les lutins du Père Noël ne se trouvent pas vraiment en Laponie, mais plutôt ici, dans une usine située au cœur du delta des Perles, au sud de la Chine. Plus de 300 ouvriers produisent des pièces en plastique et en métal. Les paniers les assemblent pour fabriquer environ 2 millions de microscopes et d'autres jouets. Ça, ce sont nos microscopes. Ils peuvent agrandir des images jusqu'à 100, 300 et même 600 fois la taille réelle d'un objet. On peut observer les ailes d'une abeille ou regarder la peau d'un oignon. Ça fait 10 ans que Tony Xing gère l'usine de East Colite. Jusqu'en 2020, son job faisait sa fierté. Cadre dans une entreprise qui exporte des produits dans plus d'une centaine de pays. La Chine a la chaîne de production la plus complète du monde. Ici, on peut trouver des vis comme des circuits électriques. Et puis, les caractéristiques du peuple chinois nous aident aussi beaucoup. Nous sommes toujours à l'heure et on travaille dur. Mais aujourd'hui, la pandémie a transformé son quotidien. La fermeture des usines chinoises pendant plusieurs mois, combinée à une explosion des achats en ligne durant les confinements en Occident, a fait surchauffer l'économie locale. Cette année, le prix des matériaux est monté en flèche. En un an, il a augmenté de 50%. Le prix de certaines matières premières a même été multiplié par 5. Comme les usines tournaient à plein régime, le delta des Perles a commencé à manquer d'électricité, ce qui a forcé Tony Xing à utiliser des panneaux solaires pour faire fonctionner ses machines. Ses ouvriers ont alors déserté et sont allés travailler pour les entreprises d'électronique qui payent mieux. Et puis, cerise sur le gâteau, une fois les jouets assemblés, comme les ports chinois étaient engorgés, il était quasi impossible de les envoyer à l'étranger. Nos produits sont coincés ici. Ils s'entassent dans notre entrepôt. C'est un vrai problème parce qu'on n'arrive plus à envoyer nos jouets à l'étranger. On a des gros soucis d'argent. Un scénario catastrophe pour Tony Xing et son équipe, mais aussi pour les milliers de petits scientifiques en herbe qui s'attendent à découvrir un microscope sous le sapin. Parce que quand le poumon industriel chinois éternue, c'est toute la planète qui s'enrhume. Hong Kong, siège international de East Colite. Ici, l'ambiance n'est pas à la fête.
À cause du Covid, la Chine a fermé sa frontière avec Hong Kong. Nous avons dû séparer nos équipes. Je ne suis pas allé dans mon usine depuis environ 2 ans. C'est dans cette pièce que Johnny Tse, le directeur de la société, accueillait des distributeurs de jouets suisses, français et allemands pour leur montrer ses nouveaux produits. Mais depuis la fermeture des frontières, cette pièce est restée vide. Il y avait des produits qui se vendaient très bien, mais à cause du prix de la livraison, celui-ci ne se vend plus. C'est parce que sa taille est trop grande. La livraison coûte désormais beaucoup plus cher. Johnny Tse a pris des mesures drastiques pour sauver sa compagnie. Il a ordonné à ses équipes de réduire la taille de ses jouets pour utiliser moins de plastique et économiser en frais de transport. Il a aussi tout fait pour envoyer ses commandes de Noël en Suisse le plus tôt possible, déjà en juillet et en août. Malgré ses efforts, 30% de ses jouets n'arriveront pas à temps sous le sapin. Certains de nos clients envisagent d'envoyer nos produits par avion, mais ça va coûter beaucoup plus cher, 10 à 20% de plus. Certaines entreprises sont allées encore plus loin pour protéger leur production. Nous nous sommes rendus à Fleetwood, une petite ville côtière dans le nord de l'Angleterre où nous avons rencontré la société HTI. Ça, c'est une machine à bulles, pas de patrouille. On a aussi les produits Peppa Pig et Hewawa. Ça marche très bien avec les tout-petits. Colin Houlihan a toujours fait fabriquer ses jouets en Chine. Mais suite à la pandémie, cette société anglaise a décidé de rapatrier une partie de sa production au Royaume-Uni. C'est notre produit principal. On fabrique la bouteille, le savon qui va dans la bouteille, le capuchon et le souffleur. Donc, toutes les capacités que nous avons ici permettent de fabriquer ces bouteilles-là. Ouverte en avril dernier, l'atmosphère de son usine est singulière. Ici, les machines ont remplacé les lutins du Père Noël. Quand vous produisez des jouets au Royaume-Uni, c'est surtout la main-d'œuvre qui coûte très cher. Du coup, plus vous automatisez la production et plus vos processus de fabrication sont efficaces. On a acheté des machines qui requièrent très peu de travail manuel. Elles fonctionnent toutes seules. En Chine, il fallait une quarantaine de personnes pour produire 12 millions de jouets par an. Désormais, 3 ouvriers suffisent. On a investi environ 3 millions de francs ici, sans compter ce qu'on a dépensé en employés, en outillage, en savoir-faire. On s'est aussi parfois trompé, on a dû changer des choses, on a évolué. Malgré cet investissement initial, cette production locale lui permet d'envoyer ses jouets en Suisse et dans le reste de l'Europe, pour moins cher et surtout plus rapidement. Face à l'invasion des robots, les lutins du Père Noël n'ont qu'à bien se tenir. Dans nos magasins, on trouve donc ces jouets chinois ou désormais anglais, mais aussi des jouets suisses, bien sûr. Et les entreprises locales sont également confrontées aux tensions du marché. Alors, comment s'en sortent-elles? Nous sommes allés voir, ça ne s'invente pas, un fabricant de petits trains et un fabricant de petites vaches. Voilà un jouet qui parle à tous les Suisses, ou presque. Tout le monde a un peu le cœur qui bat quand on voit ce type de modèle réduit. Tout peut se contrôler ici. Les modèles d'aujourd'hui sont digitaux. On peut les utiliser avec un portable ou un ordinateur. C'est bien plus que du jeu, c'est de la programmation et c'est un super hobby. Mais depuis quelques mois, dans cette entreprise dont le cahier de commandes explose, on ne peut plus répondre à la demande. La raison, impossible de recevoir les puces électroniques. Le directeur de Hague, c'est lui, Heinz Uresch. Il tente de rester stoïque face à la situation. C'est dramatique. Pour recevoir notre matériel électronique, on a sans aucune garantie de 20 à 25 semaines d'attente pour une livraison. C'est presque 6 mois d'attente. Cet été, la situation était tellement tendue
qu'elle aurait pu mettre en danger la vie de l'entreprise qui emploie 14 personnes. En août, les délais étaient de 40 à 45 semaines. Si on n'avait pas reçu de matériel auparavant, on aurait vraiment eu un problème de survie. Quand on ne vend pas, il n'y a évidemment pas d'argent qui entre. Et le problème, c'est que nous, on a déjà acheté le 95 ou le 98% du matériel nécessaire. Mais on ne peut pas vendre nos trains à cause d'un petit 2% qui nous manque. Sans parler des prix qui ont pris l'ascenseur. Avant la pénurie, une puce électronique coûtait environ 2,50 francs. Aujourd'hui, la société les paye autour de 25 francs pièce. On ne parle plus de pourcents, on parle de facteurs d'augmentation de prix. De 10 à 15 fois plus cher si le matériel est disponible. D'habitude, quand le prix d'achat augmente, on peut le répercuter sur le prix de vente. Mais là, ce n'est juste pas possible. On ne peut pas le faire, autrement notre produit serait tellement cher qu'il ne serait tout simplement pas vendable. Une locomotive Hag peut coûter en magasin plusieurs centaines de francs. Difficile donc pour Heinz Suresh de rester serein pour le moment, d'autant qu'il ne voit pas encore très clairement le bout du tunnel. À quelques dizaines de kilomètres de là, une autre entreprise suisse active dans le monde du jouet. Ici, on est aussi très stressé, mais pas pour les mêmes raisons. Pour nous, c'est un très joli développement que nous connaissons. Nous travaillons depuis plus de 80 ans dans la fabrication de jouets en bois suisse. Nous avons eu ces derniers temps une augmentation très positive de la demande. On répond peut-être au manque de produits chinois qui ne peuvent pas être fournis. Nous, avec nos produits faits main, on peut livrer et c'est positif. Michelle Yagui est la responsable vente et marketing chez Traufer. Pour cette entreprise qui emploie près de 250 personnes, livrer dans cette situation de pénurie, c'est possible grâce à la conviction des fondateurs de travailler uniquement avec du bois suisse, un bois qui échappe pour l'instant à la pénurie mondiale de cette matière première. On travaille avec du bois de Ballenberg, qui est juste à côté d'ici. On a aussi du bois de Meiringen, du Jura. Bref, notre bois vient d'un peu partout en Suisse. Le bois qu'on utilise, c'est du bois de tilleul. Un bois très malléable, pratique à travailler. Pour fabriquer chaque année ses 200 000 vaches et son million de pièces, l'entreprise a besoin de 200 mètres cubes de bois. Un bois qui sèche pendant 24 mois avant d'être travaillé. Ici, la matière première n'est pas un problème, c'est davantage le personnel qui manque. Nous avons augmenté notre production, nous avons engagé du personnel pour nous aider à répondre à la demande. Malgré ça, nous n'arrivons pas à répondre totalement à toutes les commandes. Nous sommes victimes de notre succès. Aujourd'hui, nous avons un cahier de commandes bien plus élevé que d'habitude, mais on essaye de trouver des ressources, des gens pour nous aider à réapprovisionner notre stock. C'est donc à un autre type de pénurie que l'entreprise doit faire face, une pénurie qui s'explique par le succès de certaines pièces. Des pièces 100% suisses, produites encore de manière artisanale et qui trouvent aujourd'hui de plus en plus leur place sur les rayons des petits et des grands magasins, juste à côté des jouets chinois et demain peut-être dans la hotte du Père Noël. Et de la hotte du Père Noël, on passe à celle de Viviane Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, actualité conso ce soir avec de la publicité pour de la viande. Et on en fait trop, selon Greenpeace, trop de pubs pour la viande, alors que les scientifiques le répètent depuis des années. Manger trop de viande, c'est mauvais pour l'environnement et pour la santé. En Suisse, on en mange 3 fois plus que ce qui est recommandé. Greenpeace, donc, qui a analysé des campagnes de pub pour la viande dans 6 pays, dont la Suisse, avec quel résultat? Eh bien, on nous vend du rêve, selon l'ONG, qui a identifié 7 mythes, 7 messages martelés par les marques qui sont résumés sur cette image. Alors, de la tête aux pieds, ça donne c'est écologique, la viande, c'est convivial, c'est servi par des femmes,
pour de vrais hommes et c'est la liberté. Alors, à propos du mythe écologique, voici quelques exemples sélectionnés par Greenpeace. Ça passe par pas mal de verres, de collines et d'exploitations familiales à des années-lumière de la production industrielle. Ouais, donc c'est pas bien méchant tout ça. Oui, mais Greenpeace dénonce une approche machiavélique de la pub qui ciblerait en plus la jeunesse pour ancrer des comportements alimentaires pour toute la vie. Il faudrait donc réglementer, restreindre, comme pour la pub pour le tabac ou l'alcool. Comparer quand même le steak au tabac ou à l'alcool, c'est un peu raide. Que répond l'interprofession de la viande? Alors, Proviande précise que la promotion des ventes n'a pas pour but de stimuler la consommation, mais de fournir des informations de fond compréhensibles. Donc la publicité n'a pas pour but de stimuler la consommation. Proviande, il ne faut pas nous prendre pour des pives quand même. À part ça, Greenpeace, il y a quelques semaines, a déposé à Berne une pétition contre les subventions à la publicité pour la viande, puisque la Confédération verse de l'argent à Proviande pour ses campagnes. Oui, en 2021, Proviande a reçu plus de 5 millions de francs pour communiquer. C'est 6 fois plus que la filière des légumes et ça ne plaît pas à tout le monde. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que le thème est abordé au niveau fédéral, mais il a toujours été balayé. Autre sujet d'actualité, la plateforme américaine de vente en ligne Wish. Alors Wish, c'est un site où on peut à peu près tout acheter, très bon marché et parfois même des objets dangereux. Voilà pourquoi la France a pris des mesures. Elle a déréférencé Wish. Ça veut dire que les moteurs de recherche ne vous proposent plus d'articles Wish quand vous cherchez à acheter quelque chose. Décision basée sur un constat alarmant puisque les enquêteurs français ont découvert que 90% des articles électroniques étaient dangereux et cette dangerosité, elle existe avec d'autres catégories de produits aussi. Oui, voici quelques exemples. Prenez cette guirlande lumineuse, risque de choc électrique. On a aussi ces peluches, risque d'étouffement à cause de la petite chaîne qu'on voit sur le sommet du crâne. Et puis encore ce bijou qui contient trop de plomb. Alors ça, c'est intéressant parce que ces produits, ce bracelet par exemple, il peut aussi être commandé en Suisse et puis il ne répond pas non plus aux normes suisses. Est-ce que nos autorités pourraient suivre la France? Alors non, répond Berne, ce n'est pas possible de déréférencer, pas possible non plus de bloquer. Légalement, on ne peut bloquer en Suisse que des sites étrangers en lien avec la pédocriminalité ou les jeux d'argent. On passe à votre panier. Hop là, voilà. Voilà. Vous avez une petite soif? Une petite soif, oui. Donc, vous nous apportez du martini rouge, du vin rouge, et puis du gin sans alcool, c'est écrit dessus. Exactement, et c'est la même chose pour le vin et le martini. Ce sont 3 bouteilles qui sont sans alcool. Alors, on connaissait tous la bière sans alcool, mais en fait, le marché est bien plus vaste que ça. De ces 3 boissons, c'est le vin désalcoolisé qui est la boisson la plus ancienne. On en dégustait déjà au comptoir de Martigny en 1988. Un produit qui connaît le succès aux USA et qui va débarquer sur le marché suisse. Franchement, plus mauvaise humeur. Monsieur Kuena, comment se fabrique ce produit? On fait passer le vin sur des membranes très sélectives qui permettent de séparer l'alcool du vin de tous ses autres constituants, ce qui nous donne le vin désalcoolisé. Ça, c'était il y a 35 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un trend pour ce type de boisson? Alors, en tout cas, Manor a commencé cette année avec ce vin désalcoolisé pour proposer un produit plus original que le soda ou le jus de fruits. Chez Coop, on nous assure que la demande est en forte augmentation. Coop qui cherche à élargir constamment son assortiment, par exemple avec ce martini ou ce gin sans alcool. On a entendu quelques mots sur la fabrication du vin sans alcool. Le gin, c'est le même principe? Alors, c'est beaucoup plus compliqué que le gin avec alcool, nous répondent les fabricants de ce produit-là. Les arômes des plantes, 18 plantes en tout de même, sont extraits par distillation, comme pour un gin normal. Alors, est-ce que ça ressemble de près ou de loin au gin traditionnel? Pour le savoir, on l'a fait déguster à un spécialiste. C'est un peu un goût d'eau citronnée un petit peu, avec un petit peu un arôme aussi de plantes qu'on pourrait retrouver dans le gin. Ça reste assez plat aussi comme boisson. Mais du coup, pas du tout ressemblant au goût à un gin avec alcool? Pas du tout, non. Et un de nos fournisseurs nous a présenté cet été un gin comme ça. Mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas énormément de demandes, donc du coup, on n'a pas encore référencé ce produit
pour le bar. Alors, quoi qu'il en soit, notre barman nous a préparé un cocktail plutôt convaincant avec ce produit. Et je précise qu'il existe également des versions non alcoolisées de rhum, de bitter et de vermouth. Et j'imagine que tout ça, c'est plutôt bien vu du côté des milieux de lutte contre les addictions. Oui, avec deux bémols. Le premier, c'est que ces produits sans alcool offrent la possibilité à l'industrie de l'alcool de faire de la promotion pour des marques. Exemple, une promotion pour ce martini sans alcool qui rejaillirait sur la marque dans son entier. Et le deuxième bémol qui concerne les personnes dépendantes, le risque que ces boissons fonctionnent comme un déclencheur et provoquent une rechute. Et niveau prix maintenant, ça va chercher dans les combien? 25 francs pour le gin sans alcool. On trouve un gin traditionnel pour moins cher que ça. Le vin, c'est 8 francs et c'est 13 francs le martini. C'est plus cher que la version alcoolisée. Alors, la fête est-elle plus folle sans alcool? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas forcément moins chère. Merci beaucoup, Viviane Gabriel, et belle soirée à vous. Bonne soirée. Un effet surprenant de la pandémie maintenant. En Suisse, les importations illégales de chiens explosent. Le scénario classique, un coup de cœur pour un petit chiot trop mignon sur Internet et puis une commande spontanée, un peu légère et pas du tout dans les clous. Le problème, des frais, des chiens malades et le retour de la rage. Le reportage de nos collègues de SRF, adapté par Johanna Commange. Sky est un chiot spitz nain importé de Croatie. Il est gravement malade. Nous, on va pas bien. On lui a donné des médicaments contre les diarrhées et les vomissements, mais il est toujours malade. Et il refuse de manger. Mon collègue vient de le confirmer, c'est la parvovirose, comme on le pensait. Si le chiot retourne à la maison comme ça, il va mourir. Il n'y a aucun doute. S'il n'est pas traité, le chien n'a aucune chance. La parvovirose est une maladie canine grave et très contagieuse. Les chiots importés, qui proviennent d'élevages douteux d'Europe de l'Est, y sont très vulnérables. Avec leur système immunitaire faible, ils tombent malades lors des longues heures de transport vers la Suisse. L'acheteur de Sky et Rocky a payé 1 200 € pour ces deux chiots. L'homme préfère rester anonyme. Il a commandé les animaux dans son pays d'origine. Vous n'avez pas cherché en Suisse, dans un élevage suisse? Non, on n'y a même pas pensé. Même pas pensé? Non, on avait une connaissance qui avait des chiens et on s'est dit c'est bon. En Croatie? En Croatie. Est-ce que vous connaissiez l'éleveur personnellement? Non, je ne le connaissais pas. Maintenant, nous devons voir si nous pouvons le soigner ou non. Si le propriétaire peut se le permettre aussi. C'est vraiment une grosse prise en charge. Le traitement contre le parvovirus coûte au minimum 2500 francs. Mais la dernière fois, le client a payé 5700 francs. C'était un cas grave. Les chiots importés à bas prix peuvent donc coûter environ 3000 francs plus cher que ceux issus d'un élevage suisse. La législation helvétique est en partie complice de l'importation de chiots malades. En effet, Sky et Rocky sont entrés dans le pays à l'âge de 8 semaines. C'est l'âge minimum, c'est ça? Oui, cet âge minimum, c'est un problème, parce qu'ils sont fragiles. Et 8 semaines pour un trajet si long avec des chiots transportés tous ensemble, c'est vraiment un risque. Dans la plupart des pays de l'Union européenne, les chiens ne peuvent être importés qu'à partir de l'âge de 15 semaines. Ce n'est qu'à cet âge que la protection contre la rage est efficace. D'autres pays en dessous de 12 semaines. La Suisse autorise, elle, les importations commerciales de chiots dès 8 semaines, une exception en Europe de l'Ouest. Pour comprendre pourquoi la Suisse est plus laxiste, direction l'Office fédéral vétérinaire. Je pense que la raison pour laquelle la régulation est ainsi, c'est que jusqu'à présent, les gens qui achetaient des chiots étaient très responsables. Des personnes qui achetaient par exemple des chiens de travail ou des chiens pour les élevages. Pour ce type de chiens, c'est très important de les prendre très jeunes pour les éduquer, les dresser à travailler. Mais aujourd'hui, avec le problème de ces importations commerciales et ces soucis de parvovirose, le problème devient urgent. Alors le Conseil fédéral a dit qu'il fallait maintenant examiner la question d'une adaptation de la loi. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on s'adapte à la législation des autres pays voisins. En plus du problème de l'âge, il y a celui des importations illégales. C'est le cas avec ce chiot, Louis,
un Spitz acheté en ligne. Sa maîtresse, Madame G, raconte ses mésaventures à une avocate de la fondation Tirim Recht et à une représentante de l'organisation de protection des animaux Quatre Pattes. Louis est arrivé en Suisse sans puce électronique, ni carnet de santé. Il pourrait avoir la rage. À cause de ça, le cabinet vétérinaire a dû confisquer le chiot, avec la menace de l'endormir ou de le renvoyer. Nous ne voulions absolument pas qu'il soit euthanasié. Résultat, Louis a dû retourner dans son pays d'origine présumé, la Bulgarie, pour être vacciné contre la rage. Un renvoi malgré le fait qu'il était gravement malade. Le rapport du vétérinaire bulgare indique qu'il est arrivé fiévreux et qu'il a vomi. Alors ils ont réalisé qu'il était très malade et qu'il ne pouvait plus être sauvé. Il est mort relativement rapidement. Quand je pense à ce que Louis a dû endurer dans sa vie, sa courte vie, c'est juste terrible. Une histoire terrible. Et en plus coûteuse. Madame G a payé plus de 7 000 francs au total. Ce Spitz nain, atteint de parvovirose, est également entré illégalement en Suisse. Dès qu'il sera en bonne santé, il devra retourner, lui aussi dans son pays d'origine, pour être vacciné contre la rage. Selon les douanes, un chien sur 5 traverse nos frontières illégalement, au moins 7 600 l'année dernière. Beaucoup sont commandés en ligne. Si la rage a été éradiquée en Suisse en 1999, la crainte de son retour, en raison des importations illégales, est une réelle préoccupation. Il n'y a plus qu'une seule solution, alors interdire la vente en ligne de chiots. Juridiquement, il est vraiment difficile d'interdire ce commerce. Et puis, de toute façon, ça ne dépend pas de notre office. Ça veut dire que le capitalisme passe avant le bien-être des animaux. Pour Sky et Rocky, le spectre de la rage a été écarté. Les chiots ont survécu à leur parvovirose canine, mais leur traitement a coûté 5 800 francs. Bonsoir Michel Rera. Bonsoir. Vous êtes le vétérinaire cantonal genevois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste pour être clair, la rage en 2021 en Europe, c'est encore un problème ? La rage, en fait, c'est une maladie qui est transmissible à l'homme et qui est toujours mortelle. On la trouve plus en Union européenne, heureusement, mais on la trouve encore dans beaucoup de pays dans le monde, en Asie, en Afrique. Et actuellement, il y a encore 60 000 personnes qui meurent de la rage dans le monde. Et 99% des contaminations sont dues aux chiens. Et ça peut arriver en Europe, hein. Vous me disiez au téléphone, en Norvège, il y a eu un cas. Alors, on a éradiqué la rage en 1999 en Suisse. Par contre, on a toujours des cas sporadiques, des cas d'importation. Typiquement, il y a eu ce cas en Norvège où l'infirmière qui avait ramené son chien d'Indonésie en est morte. Alors, on va regarder maintenant les chiffres des importations non conformes dans le canton de Genève. Alors, c'est intéressant. 46 importations de chiens non conformes en 2019, 82 en 2020, 125 en 2021, au 30 novembre 2021. Ça a pratiquement triplé en 2 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer le phénomène ? Alors, en plus, il n'y a pas les chats qui sont compris dedans. On est à 150 cas pour l'instant avec les chats. Donc là, on parle que des chiens. Ce qu'il faut faire, c'est que justement, merci pour votre invitation, parce que c'est l'occasion pour nous de tirer la sonnette d'alarme et de dire aux gens, attention, achetez pas un chien sur un coup de tête. C'est quelque chose qui doit être mûrement réfléchi. Premièrement pour l'animal, mais aussi pour l'animal pour l'accueillir chez vous, parce que vous l'introduisez dans votre foyer et il y a des risques sanitaires. Et pour le service vétérinaire, c'est de dire prévoyez à l'avance, préparez la venue, l'importation. Évidemment qu'on n'arrive pas à trouver tous les chiens que les Suisses veulent en Suisse, mais par contre, si vous décidez de prendre un chien à l'étranger, pensez à l'avance tout ce qu'il faut comme papier, comme vaccins, comme documents pour pouvoir entrer en Suisse. Vous avez mis en place d'ailleurs un site internet dont l'adresse s'affiche à l'écran qui donne les conseils, tous les conseils au moment d'acheter un chiot à l'étranger. Vous avez parlé de la prévention finalement. Au niveau des sanctions, est-ce qu'il faudrait aussi être plus dur peut-être ? Alors nous, on a le problème en fait à la fin
de tout le réseau. C'est-à-dire une fois que le chien a été vendu, une fois que les gens ont donné l'argent aux trafiquants. Et donc, à ce moment-là, nous, on doit juste essayer d'assurer la santé publique. Il y a quand même un risque, il y a quand même des sanctions pour le propriétaire qui n'a pas fait les choses correctement. Alors, chaque animal doit être annoncé lorsqu'il est importé au bureau de douane d'entrée. Ça veut dire que si ça n'est pas couvert, ça fait des contraventions de quelques centaines de francs. Mais ensuite, nous, on vient et on doit mettre des mesures sanitaires sur l'animal. Ça peut être une quarantaine à domicile, ça peut être un isolement à la fourrière. Et ça peut évidemment courir jusqu'à plusieurs milliers de francs, puisque la quarantaine dure plus de 100 jours. Merci beaucoup, Michel Herrera, pour vos explications. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Et pour terminer cette émission, un petit tour du côté du Québec. On retrouve notre chroniqueuse, Marie-Claude Gignac, au volant de son char pour nous balader dans les méandres de la circulation routière d'ici et de là-bas. Salut, c'est la Marie, ta cousine québécoise. C'est correct qu'on se tutoie? Excellent. Oh, j'adore la Suisse. Mais tu peux-tu m'expliquer une affaire? Pourquoi, une fois établi en Suisse, on m'a accordé le permis de conduire suisse sans aucun examen sur les règles de circulation, alors qu'au Québec, les règles sont plutôt différentes? La bonne nouvelle, c'est que sur les deux territoires, on chauffe à droite. On conduit à droite. Les limites de vitesse ne sont pas indiquées de la même façon. Au Québec, sur les autoroutes, on indique la vitesse minimale et le maximum. En général, on peut rouler à 100 km/h. La première fois que j'ai roulé en Suisse et que j'ai vu le panneau barré 60, je me suis mise à ralentir. Je pensais qu'on ne pouvait plus rouler à cette vitesse-là, alors que ça signifie fin de limitation. Mais dites-le, je milite pour la précision. Je tiens à signaler qu'au Québec, on ne parle pas de feu de circulation, on dit plutôt les lumières. Merci, professeur. Justement, la première fois que j'ai demandé mon chemin ensuite... Excusez-moi, la rue Sandrard, s'il vous plaît. Et qu'on m'a dit... Au feu, vous tournez à droite. C'est comme si on me disait, après l'incendie, vous tournez à droite. Là où la Suisse détient la palme de l'obéissance civique, c'est sur les passages piétons. J'en ai pris conscience la première fois où je me suis arrêtée au bord d'une route pour prendre une photo. Au Québec, la priorité piéton n'est pas encore rentrée dans les habitudes. Alors, si tu veux traverser, t'es mieux d'attendre qu'il n'y ait aucun char. Aucun véhicule. Ouais, ça peut être long. Selon mes observations, le Québécois détient des facultés hors normes pour déchiffrer ses panneaux de stationnement. Comme par exemple... Interdiction de 17h à 23h, excepté si vous détenez un permis. Interdiction les lundis de 9h à 10h, du 1er avril au 1er décembre. Et juste à côté, l'interdiction est de 7h à 8h. Une chose est sûre, au Québec, on se stationne que dans le sens de la marche. Alors qu'en Suisse, c'est la foire à la saucisse. Mais c'est quoi ça? Les voitures sont pas dans le bon sens? Oh purée, je suis dans un sens unique, moi, là. Battance. Oh non, il y a un autre qui arrive. Mais, oui, je comprends plus rien. Et ça, c'est sans parler de toutes les différences de couleurs, de formes, de sigles de panneaux dans les deux pays. Sachant que le Québec et la Suisse comptent environ le même nombre d'habitants, 8,5 millions pour le Québec et 8,6 millions pour la Suisse. Et selon le bilan routier 2020, 340 Québécois ont perdu la vie dans un accident de la route, contre 227 en Suisse. Alors mieux vaut être un Québécois qui circule en Suisse qu'un Suisse qui roule au Québec.